Bonjour chers étudiants, professionnels et passionnés de la banque et finance. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur l'économie monétaire. Nous allons aborder un nouveau chapitre, les formes de monnaie. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des fonctions de la monnaie. Nous avons dit que la monnaie a trois fonctions, notamment la fonction d'instrument de paiement, d'instrument de mesure de valeur et enfin de réserve de valeur. Et à travers des exemples, on a montré l'importance de la monnaie dans une économie. Aujourd'hui, en parlant des formes de monnaie, cela va nous ramener dans le passé, ça va nous amener à faire un peu d'histoire. Tout d'un coup, je pense à un économiste célèbre américain que j'aime beaucoup, George Akerlof. Il a écrit sur les asymétries d'information. Et au passage, c'est l'époux de l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen. Ce n'est pas ce qui est important. En fait, je voulais vous dire que Akerlof, lorsqu'il a eu son baccalauréat, et il voulait aller à l'université de Yale. Et il était dubitatif sur le choix de la spécialité qu'il allait faire. Et il aimait tellement l'histoire et aussi l'économie. Il s'est dit, si je devais choisir l'histoire, je devais faire l'histoire économique. Et par contre, si je devais choisir l'économie, l'histoire devait être à la base de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce principe, économie et l'histoire à la base de l'économie, je m'en vais vous narrer l'histoire de la monnaie, les formes de monnaie. Dans le temps, nos ancêtres ont utilisé le bétail, les cauris, les barres de fer, les étoffes comme monnaie. On parlait en ce moment donné de monnaie marchandise. Il faut préciser que les éléments que je viens de citer sont considérés comme monnaie marchandise non métallique. Parce qu'on verra qu'il existe la monnaie marchandise métallique. La monnaie marchandise, c'est la représentation monétaire à travers les biens d'usage. Ça signifie que ces biens qui étaient utilisés comme monnaie avaient une valeur intrinsèque. Je prends par exemple le cas de l'étoffe. L'étoffe est utilisée comme vêtement et aussi l'étoffe est utilisée comme monnaie. Et lorsque l'étoffe se dégrade ou l'étoffe vieillit, sa valeur diminue. Supposons que l'étoffe coûte par exemple vaut 5 000. Et lorsque l'étoffe vieillit, sa valeur va passer de 4 000, de 3 000, voire 0. Donc il y a un problème de substantialisme monétaire. C'est le fait que la valeur de ces monnaies marchandises soit adossée au matériel et toute dégradation du matériel entraîne la baisse de la valeur monétaire. La monnaie marchandise non métallique était à en comprendre, elle était aussi périssable. Avec le temps, on est passé à la monnaie marchandise constituée des métaux précieux, notamment l'argent, l'or et le bronze. S'agissant de l'or, l'or retient davantage notre attention. Qui n'a jamais vu un film de pirate où ces gens traversent les mers et les continents pour aller rechercher de l'or? L'or était utilisé dans les transactions commerciales quotidiennes. L'or était pesé et à travers son poids, on déterminait sa valeur. On parlait en ce moment donné de monnaie pesée. Ensuite, il y a eu la monnaie comptée. L'or est découpé en pièces et à partir de là, ces pièces-là, on peut effectuer des opérations quotidiennes dans l'économie. Et enfin, la monnaie frappée. Sur la pièce d'or est marqué le poids de la pièce et ce poids permet de déterminer quoi? La valeur de l'or. On est tous d'accord qu'une chaîne en or d'une dame qui sort tout droit d'une boutique a plus d'éclat qu'une chaîne qu'une dame a déjà portée pendant longtemps, qui a perdu sa brillance, qui a perdu sa splendeur. Vous voyez donc que s'il faut revendre ces deux chaînes, forcément, la chaîne qui vient de sortir de la boutique aura un prix plus élevé. Vous voyez donc que même l'or, qui est métal, avec le temps, perdait sa valeur parce que la monnaie était attachée au matériel qui est l'or et toute dégradation de l'or ou de la valeur intrinsèque entraînait la baisse de la valeur monétaire. Pour me résumer, je dirais que nous avons deux formes de monnaie.
la monnaie marchandise et la monnaie de crédit. La monnaie marchandise est subdivisée en deux sous-catégories, à savoir la monnaie marchandise non métallique, notamment le bétail, les étoffes, les barres de fer et les courriers que nous avons évoqués, et la monnaie marchandise métallique, notamment le bronze, l'argent et l'or, qui constituent ce qu'on entend par métaux précieux. Nous avons égrené la monnaie pesée, l'or est pesé et on peut déterminer sa valeur par la suite. La monnaie comptée, la monnaie est divisée en pièces et on détermine sa valeur. Et enfin, la monnaie frappée où le montant ou le poids de l'or est marqué sur la pièce et ça permet de déterminer la valeur. Pour les raisons de substantiation monétaire, c'est-à-dire le fait que la valeur monétaire se dégrade, a permis que l'on passe à une autre forme de monnaie qu'est la monnaie de crédit. La monnaie de crédit, qu'est la monnaie de crédit. Le crédit vient de confiance. La confiance envers les autorités qui les ont instituées, dont la Banque centrale. La première monnaie de crédit correspond aux billets et pièces. Monnaie fiduciaire, fidus, confiance. Après la monnaie fiduciaire, constituée des billets et pièces, nous avons la monnaie scripturale. Ensuite, nous avons la monnaie électronique. Et au niveau de la monnaie électronique, nous avons la monnaie électronique centralisée et la monnaie électronique décentralisée. Revenons sur les billets et pièces. D'aucuns se demandent comment l'or a fait pour se retrouver à la banque et pourquoi les billets et pièces sont aujourd'hui utilisés dans les échanges. Il faut comprendre que la place financière par excellence, c'est celle de l'or. Dans les années 1600, les marchands qui détenaient des stocks d'or sont allés déposer ces stocks d'or pour besoin de sécurité chez des individus qui étaient appelés des orfèvres. Des orfèvres, ces orfèvres ont reçu ces lingots d'or et ont remis aux marchands ce qu'on appelle un certificat de dépôt. Et ces certificats de dépôt étaient moins lourds que ces stocks d'or et les marchands dans l'économie pouvaient réaliser des achats avec ces certificats de dépôt parce que le vendeur est conscient que l'acheteur détient forcément les stocks d'or à la banque. Donc, de fil en aiguille, les marchands ou alors les agents économiques ont commencé à déposer leurs lingots d'or à la banque ou alors chez des orfèvres et ont reçu en contrepartie des certificats de dépôt. Les certificats de dépôt donc constituent ce qu'on appelle première monnaie papier. Par la suite, les banquiers ont commencé à donner des certificats de dépôt à des personnes qui n'avaient pas déposé des lingots d'or à la banque. On dit donc que les orfèvres ont fait ce qu'on appelle le crédit. Ça veut dire les orfèvres ont créé la monnaie ex nihilo à partir de rien. Ça veut dire que les orfèvres sont conscients que si il y a 10 marchands ou 10 agents économiques qui ont déposé leur lingot d'or à la banque, tous ne viendront pas au même moment retirer leur lingot d'or. Donc à partir de là, les orfèvres ou alors les banquiers ont été malins, ont commencé à remettre des certificats de dépôt à des personnes qui n'avaient pas déposé des lingots d'or et ces personnes devaient rembourser des intérêts à ces orfèvres-là. On parle de création monétaire. Donc, avec le temps, les agents économiques qui ont déposé leurs lingots d'or ont commencé à s'interroger, se sont dit, comment se fait-il que tel agent économique n'a pas déposé de lingots d'or, mais il se retrouve avec les certificats de dépôt entre ses mains. Et il y a eu une ruée vers les orfèvres, vers ces orfèvres qui sont devenus des banquiers, pour retirer les lingots d'or et remettre les certificats de dépôt. Et cela devait entraîner quoi? La faillite de la banque. La banque centrale a été créée et elle a déclaré ce qu'on appelle le cours forcé. Le cours forcé, c'est l'inconvertibilité de la monnaie en métal précieux ou l'inconvertibilité des certificats de dépôt en or. La Banque centrale a dit, vous, agents économiques, qui avez les certificats de dépôt entre vos mains, restez avec ça. Nous, on va conserver votre or. Désormais, la Banque centrale disait aux agents économiques, désormais la Banque centrale devait émettre les certificats de dépôt pour le compte des agents économiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme mission de la Banque centrale a pour mission d'émettre la monnaie ayant cours légal
Vous voyez donc que cela dérive d'une histoire ancienne qu'est le cours forcé. Voilà. Et la Banque centrale, aujourd'hui, détient à son bilan, précisément à l'actif, l'or qui constitue ce qu'on appelle les avoirs en devises. C'est une nuance importante. Voilà comment les certificats de dépôt sont devenus la première monnaie papier. Et aujourd'hui, on parle des billets et pièces. Et la Banque centrale émet aujourd'hui les billets et pièces pour le compte des agents économiques. C'est une dette de la Banque centrale envers les agents économiques. Par la suite, les billets et pièces pour des raisons d'encombrement et de commodité posaient des problèmes aux agents économiques. On est passé par la suite à la monnaie scripturale. La monnaie scripturale représente les avoirs des agents économiques sous forme d'écriture en compte bancaire. Et les instruments tels que le chèque, la carte de paiement, le virement permettent de réaliser les opérations sur le compte bancaire plus facilement. Avec l'avènement du numérique, on est passé à la monnaie électronique où les pouvoirs d'achat des agents économiques sont stockés dans des cartes ou des puces. Nous avons aujourd'hui la monnaie électronique centralisée, ça veut dire c'est celle qui est sous le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale contrôle et aujourd'hui dans le cadre de la CEMAC délivre les agréments aux prestataires de services de paiement qui vont exercer quoi? Cette activité de monnaie électronique. Il faut un agrément. Et à côté, on a la monnaie électronique décentralisée qui échappe en réalité au contrôle de la Banque centrale. C'est le problème que rencontre la gouvernance financière mondiale aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de monnaie électronique décentralisée, on fait référence au Bitcoin. Voilà ainsi présenté le chapitre sur les formes de monnaie.